on a maintenant quelques éléments, voilà, de ce qui se passe actuellement dans l'Est de la RDC. Donc avant de commencer, je vais quand même vous présenter. Donc à ma gauche, monsieur Emmanuel Dupuis, qui est professeur de géopolitique à l'HET, également membre fondateur du comité des Justes pour le Congo. Et vous êtes également président de l'Institut Prospective de Sécurité en Europe. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, et donc à ma droite, nous avons monsieur Kerwin Maïzo. Vous êtes journaliste et vous avez du coup une chaîne YouTube qui est à votre nom, où vous analysez en fait les dynamiques politiques de la RDC, donc qu'elles soient socio-économiques, politiques ou culturelles. Et je vous remercie à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir intervenir à notre très belle conférence. Je crois que la communauté internationale est un petit peu handicapée par le fait qu'il y a une gouvernance subrégionale africaine qui est défaillante. Déjà, tous les belligérants n'appartiennent pas à la même communauté économique régionale. Sur les 8 communautés économiques régionales agissent la communauté est-africaine, la communauté économique de l'Afrique centrale, la SADC, donc la communauté pour le développement de l'Afrique centrale, la COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. La RDC n'est pas membre de l'EAC. De l'EAC plutôt, il est membre de l'EAC, mais pas du COMESA. Voilà, pas de ça, il n'est pas membre de aussi du COMESA. COMESA aussi? Oui. Oui. EAC, COMESA, SADC, CEAC. La RDC, l'Angola, la Tanzanie et la Zambie sont membres de la SADC, on est bien d'accord? Oui. La COMESA, on les englobe tous, sauf l'Angola, ce qui pose un problème quand on sait que, et je réponds à votre question, la médiation du président João Lourenço était double, processus d'Angola et présidence jusqu'à encore quelques jours de l'Union africaine. Alors moi, je n'ai pas la RDC dans la communauté est-africaine, mais bon, je puis me tromper. Nous y sommes depuis 2022. Depuis 2022. On l'a même précisé, je crois. Depuis 2022. Alors, mais alors, mon propos consiste à dire qu'il y a trop d'acteurs et qu'aucun de ces acteurs ne peut aboutir à convaincre les différents belligérants, ni le processus d'Angola, le processus de Luanda, sous l'égide du président angolais, ni le processus de Nairobi, sous l'égide de l'ancien président Kenyatta, n'a pu aboutir, ni même la médiation africaine. Je vous rappelle qu'il y a un comité des sages, présidé par le président du Togo, qui n'a pas abouti à grand-chose. Et je réponds là plus précisément à votre question en étant beaucoup plus bref. Eh bien, il a fallu des externalités, des ingérences extérieures. Une médiation au Qatar, indirecte, puisqu'il s'agissait de dialoguer avec le M23, une médiation à Washington, où les États-Unis ont tenté de servir de facilitateur, mais avec une facilitation qui n'est pas neutre, ou en tout cas qui a pour objectif de repositionner, comme vous dites, les anglo-saxons, pour revenir au miel de ce qu'était la conférence de Berlin, donc avec une logique de spoliation, ou de saucissonnage, ou de partage des richesses. Comment peut-il en être autrement quand les Américains pensent à la RDC, non pas par rapport à sa centralité à Kinshasa, mais pensent au corridor de Lobito, qui vise à extraire 50% de ce qui vient de la province la plus riche de la RDC, c'est-à-dire le Katanga. 50% du PIB de la RDC vient du Katanga. Et que font les Américains? Eh bien, ils disent qu'il n'y a pas besoin de passer par la RDC, il suffit de passer par l'Angola pour aller en direction de l'océan Atlantique. Qui est présent et peut-être faudra-t-il prendre la parole également. Alors, ça a été dit, c'est une guerre mondiale qui se joue à l'est de la République démocratique du Congo, qui n'oppose pas seulement le Rwanda et la République démocratique du Congo. Si on en revient au ferment très chrysogène de la région, on peut remonter aux guerres civiles de la fin des années 90 au Burundi. On peut avoir à l'esprit qu'il y a un certain nombre de mouvements rebelles qui existaient avant le génocide au Rwanda, qui, je vous rappelle, entre avril et juillet, a provoqué la mort de 800 000 personnes donc, au Rwanda, 800 000 Tutsis à l'origine d'un massacre effectué par des Hutus, mais qu'il y a effectivement aussi d'autres sources d'instabilité qui confirment l'idée selon laquelle il n'y a pas seulement que le M23 comme groupe rebelle,
le rapport mapping que vous évoquiez de 1993, Human Rights Watch, un certain nombre de structures vont à évoquer l'existence de 120 à 260 groupes rebelles qui chacun ramène à un agenda particulier. Les ADF, les forces, entre guillemets, qui portent mal leur nom, les forces démocratiques qu'on préfère appeler l'État islamique en Asie, en Afrique centrale, nous amènent à un agenda entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Le M23 concerne le Rwanda et la République démocratique du Congo. D'ailleurs, je rappelle que le 9 février, l'Union africaine, par la voix de son président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssef, a qualifié le M23 d'organisation terroriste suite à une attaque qui a été effectuée sur l'aéroport de Kisangani, notamment à l'aide de drones. Donc il faut appeler les choses comme elles sont. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour essayer d'apporter un peu de méthode à ce débat, et par rapport à ce que vous voulez dire. Premièrement, rappeler que le statut de Rome, qui crée la Cour pénale internationale en 1998, définit un certain nombre de crimes. Selon un certain nombre d'articles, je vous les ai sortis, non pas pour les lire in extenso, mais vous rappeler que selon l'article 7 de ce statut de Rome, il y a bien des crimes contre l'humanité. Selon l'article 6, il y a bien des crimes de génocide. Selon l'article 8, des crimes de guerre. On a ajouté un article 8 bis, des crimes d'agression. Il n'existait pas encore de crimes, en tout cas, où on met en avant l'esclavagisme sexuel ou le viol comme arme de guerre. Peut-être faudra-t-il y réfléchir juridiquement comme un élément positif, ou en tout cas prospectif de notre débat. Deuxième élément, la question des violences à l'égard des populations les plus fragiles nous ramène à l'importance de la justice transitionnelle, de la justice internationale, comme gage d'une capacité de se réapproprier une vie collective. On a tous à l'esprit, et il faut s'en réjouir, la signature le 27 juin dernier d'un accord de paix, dit de paix, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, paraphé par les deux présidents Tshisekedi et le président Kagame sous la facilitation américaine. Est-ce que cet accord de paix a été abondé? Est-ce que ça permet de ne plus mourir, et singulièrement par le biais des atrocités commises à l'encontre des femmes? Force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc là aussi, appelons les choses. Il y a un accord de paix sur le papier, mais qui ne s'est pas réalisé, puisque depuis, l'offensive du M23 sur la ville d'Ouvira montre que malheureusement, les armes ne se sont pas tues dans ce beau pays, qui, je le rappelle, à chaque fois je commence par ça, comme le disait François Fanon, vous connaissez la formule, je vous la donne, masque noir, peau blanc, 1952, si vous prenez le continent africain, qui a une forme de revolver, force est de constater que sa gâchette se situe au Congo, au Zaïre, ou en République démocratique du Congo. C'est une formule qu'on utilise à bon escient, en tout cas où il faut rappeler un certain nombre d'éléments que Richard Amalvi a évoqués. Le fait que, malgré tout ce que l'on évoque, vous évoquiez, chers collègues, les terres rares ou les matériaux critiques, c'est vrai que la République démocratique du Congo possède 80% des réserves de coltan. C'est vrai que la République démocratique du Congo possède 68% des réserves de cobalt, mais on oublie que le bassin du fleuve Congo, c'est 52% des eaux en Afrique, 13% des eaux fluviales dans le monde. C'est une méga tourbière. 32% des tourbières dans le monde se situent en République démocratique du Congo, avec 9 parcs nationaux qui ont fait là une autre richesse, 80 millions de terres arables possibles, qui pourraient nourrir 2 millions, c'est-à-dire la population... 2 milliards, pardon, la population africaine juste en exploitant ces terres arabes non encore exploitées. Donc je dis ça parce qu'on focalise beaucoup sur les terres rares. Alors je ne vous cache pas que les terres rares ramènent quand même 800, par exemple si vous prenez la plus grande mine de coltan au monde, qui est la mine de Roubaïa, c'est 800 000 $ par mois qui échappent à l'État au profit des groupes armés, notamment le M23. Je vous rappelle, petit cynisme, vous évoquez le cynisme ou le relativisme quand il s'agit de parler de la République démocratique du Congo. Les États-Unis viennent juste d'obtenir la cession de cette mine en échange de la dimension sécuritaire de l'accord de paix
qui a été signé le 27 juin dernier. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément pour asseoir, gager la paix, mais surtout pour que les États-Unis puissent bénéficier de cette manne financière et minière que vous évoquez. Mais au-delà de tout ça, je voudrais peut-être focaliser notre attention sur un autre point. Il y a un crime qu'on oublierait presque et qui, je crois, doit nécessiter une mobilisation politique et juridique, qui est ce qu'on appelle le génocide, c'est-à-dire le génocide économique. Le fait qu'un certain nombre de villages, le fait que la mobilisation d'un certain nombre d'enfants qui sont ensuite embrigadés littéralement dans ces 120 à 260 groupes armés vient éradiquer toute capacité de vie ou de potentialité de vie. Et je crois que nous devrions, pour rien vous cacher, avec le comité des justes du Congo, nous y réfléchissions à définir ce qu'est un crime économique ou un génocide économique. Je crois que ce qui se passe depuis 30 ans à l'est de la République démocratique du Congo, ce qu'on appelle les régions des Grands Lacs, évidemment, nous interroge et devrait peut-être mobiliser notre attention. Deuxième élément qui, je crois, est important de mettre en perspective, et je reprendrai la parole bien sûr, mais je termine d'un mot, la personnification ou la question du leadership. Richard Malvy, en tant que directeur pédagogique de HEIP, l'a dit, et en tant que professeur ayant cet honneur d'enseigner la question géopolitique du continent africain, et je me réjouis d'avoir à mes côtés une brillante étudiante, et je félicite tous mes anciens étudiants, dont certains sont dans la salle, je crois qu'il est important qu'il y ait une forme de leadership positif et qu'il y ait une incarnation de ce cynisme ou de ce double standard. Je le dis souvent, la crise dans les Grands Lacs n'a pas débuté avec la prise de Goma et l'incursion des forces armées rwandaises, des services d'enseignement et des forces spéciales rwandaises aux côtés du mouvement du M23 en janvier 2024, si je ne m'abuse, c'est bien ça, 25 24, janvier 24. En janvier 2024, mais il a bien commencé il y a 30 ans. Alors faisons un parallèle avec l'Ukraine. Et c'est vrai qu'on a là vraiment la preuve par 2 ou par 1000 de profond cynisme de la situation. On dénonce l'ingérence d'un État vis-à-vis d'un autre, le franchissement illégal d'une frontière. En fait, la remise en cause des fondements de la charte de San Francisco qui, 80 ans, crée l'ONU. Et on ne dit rien quand c'est exactement la même situation. Littéralement, un pays voisin qui franchit une frontière internationalement reconnue, qui vient soutenir un groupe armé rebelle, désormais qualifié d'organisation terroriste, qui, par la preuve de sa prédation, en contredit les règles du commerce international. Et je crois qu'il faut être très vigilant sur le 2 poids 2 mesures. Nous ne pouvons pas détourner notre regard de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, même si c'est très loin de chez nous, et dénoncer à juste titre ce qui se passe en Ukraine. C'est le premier point. Le deuxième point, et je crois qu'il est important, consiste à dire que, et j'ai écouté ce matin même Massac Boulos, l'envoyé spécial américain pour l'Afrique, qui a rencontré d'ailleurs le président Tshisekedi et le président Kagame, qui était très disert dans l'idée qu'il faille juger pour crime de guerre les responsables du massacre d'Al-Fasher le 27 octobre dernier à capitale du Darfour, en sanctionnant les responsables et en désignant ceux qui s'étaient rendus responsables de la mort en quelques heures de 10 000 personnes, nommément le général Daglo, en appelant, même si les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI, il n'a pas dit la CPI, qu'il y ait une justice internationale. Ben, je voudrais qu'à un moment ou à un autre, il y ait une reconnaissance des crimes qui ont été commis et une responsabilisation de ceux qui ont commis ces crimes. Je ne citerai pas le nom donc du président de l'Alliance du fleuve Congo, Corneille Nangaa, mais quand même, à un moment ou à un autre, il faut que les choses soient dites. D'autant plus que, je vous le rappelle, un des premiers inculpé de la Cour pénale internationale est l'Ougandais Dominique Ongwen, surnommé Fourmi Blanche, et je vous rappelle l'acte d'accusation. Esclavage sexuel, embrigadement d'enfants soldats et, bien sûr, pillage économique. Ben, je crois que nous devrions aussi utiliser cette jurisprudence pour mobiliser notre énergie. Dernier point, c'est une question sur laquelle
le comité des justes du Congo, en espérant que Vicky puisse nous entendre et puisse le dire, militons très activement pour que symboliquement, 18 ans après le prix Nobel de la paix qui a été accordé à Denis Mukwege, qui auparavant avait eu le prix Sakharov attribué par le Parlement européen, puisse devenir secrétaire général de la francophonie. Pourquoi? Parce que la RDC est le pays francophone le plus important au monde. On a 103 millions d'habitants aujourd'hui, corrigez-moi par rapport aux chiffres, on aura 100 millions. On aura 110 millions à peu près. Bon, allez, 110 millions. Ma prospection est peut-être un peu plus précise. En tout cas, je vous la présente comme telle, 450 millions à la fin de ce siècle. Et donc forcément, avec 450 millions, dont une majorité de la population a moins de 15 ans, 60%, dont une majorité de la population, 50 à 55%, est locuteur francophone, en fait un puissant élément d'identité francophone dans le monde. Je crois que Denis Mukwege mérite d'être secrétaire général de la francophonie, d'autant plus que le paradoxe, le cynisme, fait que l'actuel titulaire est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et anglophone. et je vous rappelle, est membre de la francophonie récemment, et plus anciennement membre du Commonwealth. Et donc je crois que lors du prochain sommet, en tout cas, nous allons y militer, et je sais que dans cette salle, nous pourrons compter sur un certain nombre de forces vives pour ce faire, à l'occasion du 20e sommet de la francophonie qui aura lieu à Siem Reap en octobre 2026, défendre une candidature africaine, mais réellement africaine, réellement francophone, et puis surtout, qu'il puisse aussi rappeler que la francophonie, ce n'est pas juste des coopérations économiques, mais c'est aussi se préoccuper de la vie des gens et veiller à ce que les atteintes fondamentales en termes de liberté, en termes d'existence ou de remise en cause de l'existence puissent être un élément sur lequel cette organisation puisse agir. Merci beaucoup.